Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le point sur Bitcoin, Ethereum et Total 3 à peu près 6 jours du prochain FOMC sur lequel on devrait avoir un pivot de la Fed. Allez, intro. Alors, on commence par la partie technique. À ce stade, et pour le moment, le 4 heures est toujours dans une compression. Compression dont on peut penser qu'il va continuer jusqu'à la zone des 61-62, hein, si on continue sur cette zone-là. Peut-être ensuite, éventuellement, revenir faire un petit tour sur la trend initiale. Je parle de celle-ci, bien sûr. Et puis, voilà, après, on verra comment peut éventuellement se mettre en place la suite de ce triangle, à savoir explosion vers le haut ou à savoir explosion vers le bas. Pour l'instant, à court terme, on va dire que c'est un peu ça qui prime, c'est-à-dire une forme de compression et un potentiel retour sur la trend du haut, encore une fois. Si on zoome un petit peu, déjà, ne serait-ce que si on reste en 4 heures, on voit que hier, on avait dit que ce support 4 heures ici pourrait tenir, et c'est le cas. Vous voyez qu'il y a une mèche, effectivement, qui s'est faite jusqu'à la poche de liquidité inférieure, mais celle-ci n'a pas cédé, elle n'a pas été prise. Donc, ce sont les longs qui ont gardé, on va dire, le lead ici dans cette zone-là. On a gardé également la zone d'accumulation primaire. L'endroit sur lequel on galère là actuellement, c'est du coup la résistance 4 heures qu'on peut voir comme ceci. Pour le moment, si ça casse, si ce 4 heures casse, vous voyez qu'on a une très jolie ici épaule, tête, épaule inversée, figure de retournement. Je dirais pas que c'est du 4 heures, c'est plutôt du 1 heure là. Enfin, en tout cas, à mon sens, hein, chacun voit un petit peu, on va dire, la tendance comme il le souhaite. Mais une épaule, tête, épaule en 1 heure, on pourrait même éventuellement, prendre... changer ce support hein, pour du 1 heure. Vous voyez qu'on n'a pas hard closé, c'est-à-dire fait un corps de bougie entier au-delà de ce niveau. Je l'ai gardé en 4 heures personnellement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis dans le temps. Donc, si on arrive à casser cette zone en 1 heure, il faut bien comprendre que la target de cette petite figure de retournement, encore une fois, hop, comme ça, hop, épaule, tête, épaule inversée, qui est très propre, hein, plutôt clean. On a une jolie, elle est bien horizontale comme il se doit. À ce moment-là, la target colle à peu près avec une mini-explosion, on va dire ça comme ça, sur laquelle on pourrait éventuellement quasiment viser 65. C'est-à-dire non seulement s'affranchir de la... compression actuelle que je vous ai montré au départ, mais peut-être également venir faire un tour ici sur cette zone-là. Ça colle pas mal avec la liquidité, on a un petit peu de liquidité à 65, je vais vous le montrer tout à l'heure, donc pourquoi pas finalement rester dans ce range de 4 heures à 4 heures ici. En tout cas pour le moment, la zone de combat en 4 heures / 1 heure, elle se trouve ici, hein, plutôt entre 58 et 56, vous voyez que c'est là-dedans qu'on est bloqué depuis quelques jours. La question étant, est-ce que à ce stade, les longues reprennent un petit peu le lead et arrivent à mettre en place cette figure de retournement. Je rappelle ici que ce qu'on voit, c'est une structure baissière, hein, c'est le propre d'une épaule tête épaule inversée qui pourrait éventuellement se transformer une fois qu'on aura pris ce plus bas là, et encore une fois ici on ne parle que du 1 heure, hein, donc du coup il faut bien respecter la temporalité, qui pourrait se transformer encore une fois en figure de retournement par excellence, l'épaule tête épaule inversée étant la figure de retournement par excellence, puisque j'ai une structure qui était baissière, d'accord, et qui ensuite temporise sur un niveau, et qui en fait repasse haussière avec des creux et sommets qui redeviennent ascendants. Et on parle encore une fois du 1 heure ici, d'accord. Donc on est pour l'instant, on reste, on va dire, dans la time frame. Dans l'idée, hein, en tout cas, dans l'idée, on va dire ça comme ça, et bien que potentiellement sur une time frame plus haute, Bitcoin pourrait se diriger finalement vers le haut de ce flag. Si on devait donner une temporalité, ça nous enverrait autour du 3 novembre. Je pense que ça risque d'être plus rapide, du moins, et en tout cas, si on arrive à garder la trend d'accumulation du moment. On va dire que c'est plutôt la semaine prochaine que les choses se mettent en place. Pour le moment, je m'attends plutôt, alors c'est pas une certitude bien sûr, hein, mais à un rallye juste avant le FOMC. Le 18, une vente, une sell de news par rapport au FOMC. On sait que ça va pivoter. Théoriquement, c'est une bonne nouvelle. On achète la rumeur, on vend la news. Globalement, on sait que ça va pivoter à peu près depuis ces zones-là, mais le marché a un petit peu les genoux qui font bravo, étant donné que, les peurs de récession règnent. Pour le moment, si ce n'est sur la grosse correction que nous a donné le pétrole, on n'a pas de signe
récessif majeur, si ce n'est les signes habituels, c'est-à-dire inversion de la courbe des taux, légère augmentation du chômage, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent effectivement, on va dire que la demande se calme et c'est ça qui peut éventuellement appeler à une récession derrière. Donc est-ce que Powell va nous faire ce qu'on appellerait un no landing, hein, c'est-à-dire pas d'atterrissage pour le moment, on arrive à remettre les taux et à ressoutenir l'économie entre guillemets avant que le chômage s'enflamme vers les 6, 7, 8, 10% et que bien évidemment cette augmentation du chômage vienne à plomber la demande, ou alors est-ce que c'est trop tard? C'est un petit peu la question que se pose le marché en ce moment. Ether BTC toujours sur support, rien à dire pour moi, voilà, c'est pas très joli hein, du côté de Ether BTC, on est sur support plus bas, on a perdu ici celui-ci, hein, vous voyez que c'était potentiellement quelque chose qui aurait pu tenir en daily et qui est littéralement pour le moment perdu. Vous voyez qu'on a ici totalement perdu ce support là et donc ce support daily ici désormais vient à se mettre là. En tout cas pour Ethereum c'est pas très joli hein, sur la zone. La question étant, je pense, sur Ethereum, qu'est-ce qui à ce stade peut essayer de réagir? Et quand on regarde la structure ici, pour moi, à partir du moment où on perd le weekly qui est là, alors je vais vérifier s'il est totalement perdu, mais je crois que c'est le cas. Oui, bien sûr, il est totalement perdu, il est même décalé désormais ici. Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de touchettes, on a juste ce petit support daily ici qui essaye de faire quelque chose. Petite cassure ici de la trend qui était très agressive, hein. Il faut bien comprendre ici qu'on est dans une structure baissière qui semble se faire en canal. On va pas dire qu'elle est corrective, mais elle n'a rien d'impulsif comme cela, d'accord? Ça c'est en tout cas ce qu'on peut voir, voilà. Oui, on la qualifierait plutôt de corrective, en tout cas sur la longueur. Et à ce stade, difficile de dire que Ether va se retourner sur les 0,041, si ce n'est le fait que depuis quelques semaines, depuis la capitulation qu'on avait eue ici autour du 22 juillet, eh bien, Ether essaye de tenir ce support-là. Voilà, entre Ether et Bitcoin, bien évidemment, en ce moment, c'est plutôt favoriser Bitcoin qu'il faudrait faire. Maintenant, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure d'une épaule tête-épaule, vous la voyez ici. Ce qu'on attend ici, c'est une structure de retournement qui aurait quelque chose de similaire, d'accord? Quelque chose qui nous donne effectivement le retournement. Ce retournement-là, on ne l'aura, et pour l'instant, ça n'est jamais passé qu'à la cassure de la traîne de distribution qui se trouvait là-dedans. C'est-à-dire, pour le moment, si on fait un retour au 0,50, au-delà des 0,50, on pourra commencer à dire, ah, c'est peut-être les prémices de justement cette fameuse structure de retournement en épaule tête-épaule inversée, typiquement ce qu'on avait eu là, quasiment sur de l'annuel, d'accord? Donc, en soi, difficile de se placer fortement, je dirais, sur Ether BTC, étant donné qu'à chaque fois qu'il a réintégré, enfin qu'il a essayé de passer cette fameuse traite de distribution, il s'est fait littéralement déboîter. Donc du coup, difficile de plébisciter. On va dire que Ether, c'est quand même l'alt par excellence. Pour moi, c'est un peu plus qu'une alt. Hein. Désormais, il y a les ETF, etc. Toutes ces choses-là, c'est quand même un peu plus l'internet de la monnaie que réellement enfin l'internet de la crypto, que réellement une alt à proprement parler. C'est pour ça que je l'enlève de mon... Je regarde vraiment que le Total 3. Ce qu'on peut voir quand même sur le long terme, c'est que il a perdu quelque chose ici, il l'a perdu, il l'a retesté, d'accord? Donc sur le long terme, c'est pas très joli. Encore une fois, et également... sur le très long terme, on va dire ça comme ça, tant qu'Ether n'est pas venu à péter ces résistances-là, il n'y a pas réellement, comment dire, de réflexion sur un flipping, ce genre de choses, etc. Maintenant, c'est peut-être les bons endroits pour se positionner. Personnellement, je suis déjà suffisamment positionné sur Ethereum pour ne pas augmenter mon exposition à celui-ci. Dans tous les cas, on arrive sur des niveaux techniques, et c'est pour ça que le support réagit un petit peu ici, qui sont intéressants, puisque auparavant, je vous le rappelle, cela était une résistance, d'accord? On a réussi à la passer, boum, explosion. Ensuite, on retemporise jusqu'à l'endroit où
le marché par le passé a eu tendance à ne pas pouvoir passer ces points-là, ça reste un endroit techniquement qui est intéressant. Maintenant, je le répète aussi, cet endroit-là techniquement était intéressant, d'accord, et il n'a pas joué, on l'a perdu et on est descendu, on est passé au niveau inférieur. Donc, bien évidemment, prudence, et puis prudence et mère de sûreté. Quand on regarde Ether contre, et là on va rester en weekly pour le moment, contre le dollar, ce qu'on peut voir, ça j'en ai beaucoup parlé dernièrement, mais c'est qu'il est sur sa trend la moins agressive pour le moment. Éventuellement, si on doit voir quelque chose ici dans cette zone-là, c'est cette fameuse ici épaule tête épaule qui serait la correction. Alors pour le coup, ça n'est pas la structure de retournement, ça serait plutôt la correction en soi. Correction depuis mars 2021, et si quelque chose devait se mettre en place, ça se ferait plus ou moins sur ce modèle-là. Alors, les targets sont pareils. Si je vous dis que ça serait une ta séance, si jamais on revenait bien sûr à $4000 ici sur Ethereum, ou si je vous dis que ça serait une épaule tête épaule, ça revient à peu près au même finalement sur le fond. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on avait un élargissement ici qui a été perdu dans cette zone-là, et pour le moment, on est également sur un niveau technique que je qualifierais d'intéressant, puisque il est finalement à l'attaque de ce triangle ascendant que vous voyez ici. Donc on est quasiment sur la ligne de coup, à peu près à $2000, on y sera. Bon, on n'est pas à $100 près, vous voyez ici même qu'il y a quand même des déviations intéressantes. En soi, voilà un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire, soit c'est un sweet spot pour Ethereum, soit c'est l'endroit où finalement tout bascule. Donc là c'est pareil, essayer de se dire, bon, c'est une zone éventuellement intéressante pour me positionner. Ou alors c'est une zone technique intéressante pour sortir. Tout dépend de l'endroit où vous avez intégré vos points d'achat, ce genre de choses, etc. Ou à combien vous avez finalement acheté Ethereum. Est-ce que vous en voulez plus, etc. Tout ça finalement vous appartient d'une manière générale. Ce qu'on peut voir en tout cas pour le moment, c'est que Ether refuse sur Trend. Et sur trend, la plus agressive des deux. Ça, c'est ce que j'avais déjà expliqué hier. Là, pour le moment, on est en train de continuer à distribuer. On est certes sur un support 4 heures qui semble vouloir tenir. Et je rappelle qu'il trouve quand même sa source en décembre 2023. Donc, quand on était ici sur la zone des 2000, tout simplement, et qu'on a pas mal temporisé. Donc, pas mal de monde ici avait acheté sur la zone des 2000. Est-ce qu'ils vont désormais vouloir recharger à nouveau et reprendre à nouveau pour tout simplement revenir à vendre sur la zone des 4000, ou alors est-ce qu'ils ont terminé leur business? Est-ce que ce qu'on voit là c'est un double top? Ça c'est pareil, c'est des choses qui vous appartiennent d'une certaine manière. Mon scénario privilégié quand même sur Ethereum, c'est qu'ils se reprennent, et je pense qu'on est sur des zones techniques où Ether peut se reprendre. Si jamais il ne se reprend pas, malheureusement vous voyez qu'on a un petit peu ici une inversion de la structure également. On avait quelque chose qui semblait osciller jusque là. À partir du moment où on perd la trend la moins agressive des deux, celle sur laquelle les bitcoins finalement actuellement, Bitcoin il est par là, d'accord, et à partir du moment où Ether fait peur, il est possible qu'il perde ces zones techniques là. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est la difficulté d'intervenir sur un bottom pile poil, c'est que personne n'en veut en général, bien évidemment. Altcoin dominance, rien de spécifique à dire, je dirais qu'on est toujours dans cette zone de combat un petit peu, entre les 19 et les 20%. Voilà, je pense que j'en ai pas mal parlé ces derniers jours. Est-ce qu'on va continuer à faire du ski sur cette zone-là, ou est-ce qu'on a finalement trouvé le support? C'est pareil, techniquement l'endroit est intéressant. Si je dézoome un petit peu la chart, on va se mettre sur du weekly. D'accord. Si je dézoome un petit peu la charte, vous voyez que le niveau technique, on va dire c'est une zone plutôt ici, tout ce qui se passe dans cette zone-là est un endroit intéressant pour rebondir. Cela dit, avec cassure de distribution ici, et pour le moment par contre ça ne veut pas y aller, ça ne veut pas exploser. Le marché, je le redis encore une fois, a un petit peu les fesses qui font bravo là-dessus. Est-ce que ça c'est une déviation, ou est-ce que c'est un endroit qu'on peut revenir revisiter? Sous-entendu, est-ce qu'on peut faire un range ici entre 12% de dominance et 35% de dominance sur les alts, c'est-à-dire au moment où la Fed va pivoter, se prendre une dernière branlée sur les alts et finalement ensuite se reprendre. Les alts auront toujours une petite place. Il y a certaines personnes qui disent « Ah non, maintenant c'est que BTC, etc. » Non, les alts c'est la manière pour les VCs et les retail de se positionner sur de l'investissement extrêmement risqué. C'est un petit peu, on va dire,
oui, le Nasdaq de la crypto, ou en tout cas, oui, voilà, tout ce qui peut être excessivement et extrêmement technologique, nouveau, risqué. Et donc, du coup, à partir du moment où on passe risk-on, c'est un endroit sur lequel, à la fois les VCs, donc les venture capital, à la fois les grosses entreprises crypto, etc., pourraient venir se positionner. Encore une fois, le niveau technique qui était à 19% était intéressant. Le risque étant de faire ABC comme ceci, j'en ai déjà parlé, et la bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, serait à l'inverse de trouver à minima, je dirais, un range entre donc 19 et 24, et c'est mon scénario privilégié, personnellement, pour éventuellement même revenir retester ça, pourquoi pas, revenir prendre un petit peu la liquidité qui s'était passée là-dessus, faire un petit peu peur, et puis ensuite on verra où ça va. Mais pour le moment, je trouve que les niveaux techniques, que ce soit sur Ethereum, les alts et toutes ces choses-là, sont intéressants. C'est pour ça qu'on va aller faire un petit tour sur la Bitcoin dominance pour voir si elle trouve un petit peu des points sur lesquels elle pourrait éventuellement trouver correction. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que j'ai effectivement ce niveau autour des 57,3% de dominance qui pourrait éventuellement rejeter. Et encore une fois, j'utilise ici le conditionnel et j'ai cette vieille trend ici qui, pour l'instant, c'est facile de faire une droite avec 2 points, c'est ce que je dis souvent. En tout cas, si jamais on a refus ici, on aura une très belle compression au final sur la dominance Bitcoin. Donc on peut éventuellement se dire que ça pourrait, dans ce cadre, rejeter pendant un certain temps et donner une alt season. Les signes de cette alt season, pour le moment, ne sont que potentiels, c'est-à-dire qu'on n'a aucune réelle structure de retournement sur la Bitcoin dominance ou quoi que ce soit. On a juste, encore une fois, des droites hypothétiques. Ça n'est pas parce que vous dessinez une droite sur votre graphe que l'endroit va nécessairement corriger. Je n'ai pas ici, à part l'attaque de ce pic, d'endroits techniques de correction et bien sûr la trend, bien évidemment. Donc j'ai à la fois un niveau et une trend. Moi, c'est des spots que j'aime bien. Maintenant, un pic, c'est pas un niveau extrêmement fiable, sauf à dire que ici, tout ce qu'on avait en support sur cette zone-là pourrait désormais se transformer en résistance. Donc là, on avait rebondi sur les 57,2. Ici, on avait rebondi sur les 57,2. Ce pic est censé se protéger d'une certaine manière. Un pic protège le sommet supérieur, d'accord? Donc je m'attends quand même à une forme de réaction. Maintenant, en général, les pivots de la Fed, et je parle de ça dans le passé, je vais mettre en pause pendant une petite seconde. Donc ici, je vous ai superposé le total 3, juste la market cap, d'accord, et les taux d'intérêt de la Fed, de ce qu'on en connaît. Malheureusement, bien sûr, les cryptos existent depuis assez peu longtemps, donc on n'a pas une antériorité non plus fantastique. On voit quand même que ici, la Fed commence à pivoter sur cette zone-là. Comprenez que là, on est à peu près potentiellement au même endroit et que pourtant les alts se prennent une branlée et reviennent sur leur support initial. Revenir sur le support initial ici serait revenir ici. Donc à ce stade, quasiment diviser la market cap des alts par 2 si on fait la même chose que ce qu'on a fait une fois. Donc c'est pas un très bon backtest, bien évidemment. Ce pivot-là, en 2019, avait lieu dans des conditions correctes. On n'avait pas encore le Covid, toutes ces choses-là, etc. On n'était pas non plus, c'était pas non plus des zones extrêmement intéressantes. Je remets en pause à nouveau pour vous montrer ça. Donc je vous ai rajouté en violet le taux de chômage. Je vais mettre une légende, j'arrive. Ok, on reprend. Donc en rouge, vous avez les taux d'intérêt. Donc l'endroit où la Fed pivote, et on sait que ce sera probablement dans 6 jours. En bleu quasi violet, vous avez l'inflation ici que vous voyez là-dedans. Et là-dedans, vous avez ici en violet total le taux de chômage. Globalement, ce qu'il faut comprendre, donc sur le pivot dont on a connaissance, c'est que ici, j'ai effectivement un pivot, d'accord? Les alts, effectivement, se prennent une branlée, même s'il y a une petite reprise ici sur cette zone-là. Branlée qu'on qualifiera d'être la branlée Covid, d'une certaine manière. Pardon. Et par ailleurs, ensuite, on a un chômage qui augmente énormément, donc ça c'est vraiment pour le coup le pic Covid, la fermeture des frontières aux IS qui nous emmène taux de chômage vers les 10%, et puis à l'inverse, derrière les taux se reprennent, etc. Et puis finalement on trouve un plus bas sur les taux qui nous donne effectivement le fameux bull market. Donc pendant la baisse des taux, historiquement, une fois,
Pendant la baisse des taux, eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez eu, d'une certaine manière, une descente, puisque le marché priçait une récession. Cette récession a été annulée. C'est ce qu'on peut dire, hein, puisqu'on est allé sur des taux à zéro tout de suite. Et puis, derrière, la liquidité a afflué sur les marchés, ce qui a eu tendance à faire augmenter l'inflation, vous le voyez ici sur la courbe bleue, et puis, bien évidemment, à créer un pivot à l'inverse extrêmement rapide, qui, pour le coup, a provoqué un bear market. Donc, en soi, ce pivot-là, ce dont on peut en voir éventuellement l'idée, hein, d'une certaine manière, c'est que, en tout cas, il a ramené l'inflation sur une zone du quasi zéro. Ici, on était, si je me trompe pas, à peu près dans les 2,55 d'inflation. Alors, j'ai plus trop les, oui, 4,2, 2,5. Inflation, elle est ici. On était plutôt sur une zone, pardon, de 2,5 pour finalement descendre à 0,20. Je pense que c'est possible que ça soit ça. La scale, elle est là pour moi. Pardon, autant pour moi, la scale, elle est ici. Non, c'est bon, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, ce pivot, ici, se passe dans des conditions qui sont pas trop mauvaises. En tout cas, en 2019, on n'avait pas nécessairement connaissance du Covid. On voit que l'inflation était ici à la baisse, le chômage était ici à la baisse. La différence qu'on a avec le pivot actuel, on a effectivement en ce moment une inflation qui est à la baisse, on l'a vu avec le CPI d'hier. En revanche, on a un chômage qui est légèrement à l'augmentation. Je dirais que c'est la seule grosse différence, entre guillemets, c'est que les conditions le pivot pourrait se faire éventuellement de manière assez abrupte. Là, il a été très abrupt, tout simplement à cause du crash Covid, mais en soi, il n'était pas forcément parti pour être extrêmement puissant, même si, voilà. En général, on était sur des marchés qui allaient plutôt pas mal. Ici, vous le voyez, hausse des taux et en même temps, le marché diminue. Il faut bien comprendre également que la corrélation n'est pas parfaite, au sens où ici, vous aviez une dynamique de hausse des taux, et pourtant vous voyez que en 2017 ici, eh bien les alts étaient en train d'augmenter, et ce de manière frénétique. Voilà un peu comment je qualifierais les choses. Oui, on est sur des zones où il se pourrait que les alts, puisque c'est ça le sujet, hein, que les alts effectivement se prennent une petite branlée sur fond de pivot de la Fed. La différence étant que le chômage est à l'augmentation en ce moment. Donc on est en ce qui concerne l'inflation, on est à peu près sur des mêmes zones techniques, hein, on va dire ça comme ça, même si là elle était vraiment pas forte. Là on est à peu près sur les mêmes zones, hein, au moment de pivoter, c'est-à-dire autour des 2,46, 2%. Ici on est à 2,50 en ce moment, et vous voyez que là on a pivoté, on était à peu près au 1,56. En revanche, là on a quand même un événement de signe noir, d'accord. Donc ce que je prendrais éventuellement en compte, c'est plus toute cette partie-là, d'accord. C'est-à-dire de mai 2019 à janvier, 6 mois pendant lesquels les altcoins ont plutôt corrigé sur fond de pivot de la Fed. Ensuite, après, derrière, une fois qu'on enclenche, on va dire, le mouvement, les altcoins se portent très bien. Donc, difficile de backtester avec juste, finalement, de ce qu'on connaît en tout cas, hein, des alts et de la crypto, difficile de backtester ce genre de choses. Éventuellement, il y aurait une étude à faire plus longue avec le Nasdaq, hein, puisqu'on a dit les alts sont peut-être un petit peu le Nasdaq de la crypto. Donc ça, je pense que ça serait peut-être intéressant à faire. On va le faire. Donc ici, pour faire rapidement, j'ai pris l'US Texan ici. Pivot, ici, 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 ici et ici, ok. Pivot ici, finalement le marché s'en branle un petit peu, il va plutôt venir corriger suite au pivot, hein, donc plus tard, un an après globalement. Ici, pas de correction pendant le pivot, petite latéralisation à un moment, mais voilà, il y a des corrections sur la route, mais on est somme toute sur une tendance haussière. Ici, le marché vient à pivoter, on était déjà dans une correction, hein, c'est peut-être quelque chose ici qui peut éventuellement se mettre en place de la même manière, et finalement, le marché repart en fin de pivot.
pour finalement revenir dans ces points-là. Ici, on est... Donc là, c'était la crise de 2000, hein, bien sûr. Ici, on est sur 2006, on pivote avant, et le pivot se fait finalement en 2008, sur fond de crise des subprimes. Et là, vous voyez que la correction, elle est plutôt sharp, mais elle se passe au milieu du pivot, hein, également. Et derrière, ça continue quand même à augmenter un petit peu. Ici également, pivot, pour le coup, ça se passe un petit peu sur le moment où les taux sont les plus hauts, le prix se reprend, et on a une correction assez sharp quand même sur 2020, qui correspond à la crise Covid, et puis là, on sait que ça va pivoter. Donc, en soi, pivot de la Fed et temporalité de correction du risk-on, hein, puisque c'est ça qu'on regarde, je vois rien d'extrêmement fiable pour vraiment dire ce qui va se passer nécessairement. En tout cas, si on peut regarder les choses comme ça, en 2019, les alts n'avaient trouvé bottom que quasiment 6 mois après le pivot. Et le pivot s'était fait dans des conditions similaires, si ce n'est que le chômage était plutôt à la diminution, là où en ce moment on a un chômage qui est à l'augmentation autour des 4%, et on est sur une année d'élection, d'accord? C'est vraiment les deux choses qui peuvent dire, en fait Powell va plutôt faire un no landing, et il va plutôt décaler la récession à plus tard. Je pense que si dans 6 jours il nous donne un pivot à 50%, à ce moment-là, ça pourrait donner du fuel pour penser que le pivot va être très rapide et très péchu. En revanche, le marché ne semble pas penser ça d'une certaine manière, puisque désormais, on a 87% du marché qui est en train de penser que, effectivement, Jérôme Powell ne va pivoter que de 25 points de base. Le fondamental, on a déjà été très long sur l'analyse technique. Afflux ETF hier qui ont été des outflows, moins 43 millions. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner. Mettez un like, éventuellement créez un compte sur Bluffin si le cœur vous en dit. Si vous aviez l'intention de le faire, faites-le avec le lien CryptoSignal FR. Vous aurez du coup des déductions au niveau des frais, et en plus, vous ferez une bonne action puisque tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour aider la chaîne et avoir accès à des vidéos spécifiques pour les affiliés. Trump contre Harris, 50-49, on est à peu près équité ici avec une légère avance pour Kamala Harris. Ici, la guerre en Ukraine, alors d'une certaine manière, si jamais... Je suis pas non plus expert, hein, on va dire, dans ces choses-là, mais ce qu'on pouvait voir par le passé, c'est qu'il y avait ici dans le Donbass une très belle ligne de défense, un peu la ligne Maginot, hein, des Ukrainiens, qui est en train de céder, notamment au niveau de Pokrovsk, où là, il y a quand même des bonnes chances que s'ils arrivent à prendre Pokrovsk, qui est quand même un nœud ferroviaire, etc., tout le front s'effondre en termes de ce qui est autour de l'Ukraine. Caroline Ellison, qu'on va revoir au tribunal le 24 septembre. 43 millions d'outflows, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé également hier. Les cryptos qui se reprennent après que Harris ait gagné le débat contre Trump, pour moi c'est une non-news, hein, c'est-à-dire qu'on vient chercher ici plutôt les shorters, cette news comme quoi, Harris n'a pas vraiment de programme pour la crypto, alors que Trump est beaucoup plus pro-crypto. Je pense plutôt que c'est un mouvement de liquidité qu'on est en train de faire, c'est pour ça que je suis assez circonspect. Maintenant, qui va gagner cette élection? C'est un petit peu la question que se pose en ce moment le marché. La Banque centrale qui va probablement pivoter juste avant la Fed, ces compagnies privées qui pourraient être éventuellement les Magnificent Seven, hein, les 7 magnifiques du futur, et calendrier économique, on regardera tout particulièrement la partie du FOMC qui aura donc lieu le 18. En termes de liquidation, on a liquidé plutôt du long sur ETH et plutôt du short sur BTC, donc ça c'est intéressant. 110 millions de liquidation hier, ça souligne quand même un intérêt assez pauvre, hein, sur la crypto en ce moment. Le retour se fait progressivement après l'été, mais on n'a pas non plus un intérêt incroyable en ce 12 septembre. Carnet d'ordre, on se charge un petit peu à l'achat sur la montée ici, mais c'est pas incroyable non plus. Les gros ordres, ils sont plutôt sous 50 000.
Ici, les marchés en levier, ben, on a pris ces deux zones-là. Non, on n'a pas pris la deuxième, on a pris celle-ci. Tac. Donc sur les marchés en levier, ce que je note, c'est quand même que le prix est à l'augmentation et le funding est plutôt en train de latéraliser. Bon, ça a été pris. Ça a plus ou moins été pris aussi. Ça va dans le bon sens. Ici, ça va dans le bon sens. Là, on a eu pas mal de shorts sur ce mouvement. C'est ce qu'on est en train de prendre actuellement. Derrière, ça va plutôt dans le même sens. Et ici, j'ai encore un peu de short ici en haut. Donc, on peut estimer que ce point-là va être pris, c'est-à-dire 58 500. En tout cas, je pense que c'est tout à fait jouable. Et puis derrière, donc voilà, pas de divergence pour moi. Donc, pas d'endroit à rajouter. Quand je parle de divergence, je parle que le prix va dans un sens, le funding va dans l'autre. Pour le moment, j'en vois pas, en tout cas sur la journée d'hier. Ensuite, les liquidités, on va regarder ici, je pense que la One Week, vous voyez qu'on est aux portes d'une poche de liquidité, mais qui semble vouloir résister pour le moment. Donc voilà, aller à 59 veut dire on bouffe cette poche de liquidité, se retourner et venir rechercher des ordres ici plutôt sur les 55 000, veut dire ça y est, on a terminé ce mouvement et on en a vu la fin. On fait un petit tour sur Ethereum. Vous voyez qu'Ethereum c'est plutôt 2400, 2500 qui serait à viser ici, donc 150 $ plus haut, et on a quand même du monde sur la zone des 2002, donc attention à ça. Et là, c'est pareil. Si je dézoome un petit peu, hein, moi j'aime bien faire ça pour essayer de regarder où sont les traders de position, les traders qui sont positionnés depuis un moment et qui essayent de garder un trade de position sur la longueur. Voilà, pour moi on en a cherché beaucoup ici. Le mouvement qu'on a fait là était littéralement prévisible parce qu'on avait beaucoup d'ordres à prendre sur cette zone-là. Pour le moment, je dirais plutôt que ceux qui ont acheté là, hein, qui ont acheté vos liquidations ici, vont venir les vendre sur la zone des 60-61 000 à vérifier, d'accord? Et si la structure se retourne, si effectivement on a cette épaule qui se met bien en place et qu'elle vient chercher sa target autour des 65, que le sentiment continue à être shorter sur le marché, à ce moment-là, on peut peut-être éventuellement se dire que tout ce qui a été acheté, que ça soit ici, et attention, hein, il y a encore peut-être un petit tour à venir faire juste sous 52, on n'a malheureusement pas mangé ça, mais pourrait venir à être vendu sur les zones des 70-74, c'est une possibilité qui existe bien évidemment. On retourne sur le prix, et on fait la conclusion de cette vidéo sur des petites time frames. Alors, ce que j'aime bien dans cette structure, c'est que d'une certaine manière, le 4 heures qui est là a tenu, on a pété plus ou moins ce flag, on a une jolie figure de retournement en forme d'épaule tête-épaule qui pourrait se mettre en place. Personnellement, dans la temporalité, j'aurais tendance à dire que 1, 2, 3... 4, d'accord, on est peut-être dans une 5, est-ce qu'elle sera tronquée ou est-ce qu'elle sera pleine, c'est un peu la question. Si jamais je devais du coup donner une target à ce flag, ça serait quelque part entre la totalité du mât ici, la totalité de ça reportée au bas de la correction, donc ici, d'accord, donc sensiblement 61-62. Si je devais être plus conservateur, étant donné que je vous expliquais qu'on voyait plutôt une 1, 2, 3, 4, 5, et que je reportais ma 3 en bas de 4, d'accord, l'idée étant ici, voilà, une target autour des 60-60 000 pourrait être éventuellement dans les tuyaux. Avant cela, il faudra bien évidemment avoir la confirmation qu'on est en train de péter ça. Moi j'aime bien quand une structure en engendre une autre, c'est-à-dire que ça peut engendrer la cassure de ça, qui peut nous emmener à 65. Maintenant c'est un peu le si, hein, si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle. Donc voilà, attention, personnellement, moi je suis en trade actuellement ici, et c'est un trade que j'ai déjà montré hier, sur une entrée autour des 54,9. Je suis en train de dérisquer, donc c'est-à-dire que à x2,5, je sors ma position, hein, ma taille de position, histoire de dire, ok, c'est une position qui est gratuite. Ensuite, je peux du coup lui donner des targets qui sont sur ces zones-là et ou ces zones-là, avec éventuellement un runner pour la zone des 70-75. Encore une fois, il faut ici être suffisamment conservateur pour protéger son capital de trading, et je pense que c'est l'intérêt. Et encore une fois, quand je vous montre des choses comme ça ici, là on est en levier x50, pour moi le levier x50 n'a qu'un seul intérêt, c'est de ne pas garder des centaines
du SDT sur mes exchanges, d'accord. Ici, chat chaudé, craint l'eau froide, pour le coup j'utilise le levier vraiment comme un crédit et pas du tout comme un moyen de multiplier mon capital par 50, d'accord. Si je vais aller chercher une position, admettons que je prends un risque de 1% de mon capital de trading, eh bien ça, le levier 50 est déjà bien sûr compris là-dedans, c'est-à-dire que pour le coup le risque de 1% se trouve entre mon point d'entrée, mon SL et mon point d'entrée, d'accord, là on est en longue, donc entre mon SL et mon point d'entrée, ici se trouve ma liquidation potentielle. Si derrière je trouve des niveaux techniques plus intéressants, il peut arriver que je vienne à défendre cette position, défendre une liquidation pour plutôt m'exposer par exemple à 2%, ce genre de choses. Maintenant, attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous voyez, ici on fait effectivement un trade correct, on va dire ça comme ça, mais le pourcentage importe peu ici. Ce qui compte, c'est de dire, bon, au final, voilà, j'ai pris sur mon capital de trading, j'avais pris un risque de 1 que j'ai sorti, et pour le moment, on va dire que j'ai gagné un petit peu plus de 2. Donc l'idée c'est ça, je sais que j'ai un petit peu plus de 2, c'est un gain latent, pour l'instant il n'est pas sûr, puisque je n'ai pas atteint vraiment les zones techniques sur lesquelles j'aimerais sortir. Ici je dérisque, d'accord, parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire dégager. Pour moi, assez souvent à 200%, je dérisque, c'est-à-dire que quand on va dire, ma position a pris 200%, je vais avoir tendance à sortir 100%, donc un demi de la position, mon risque initial, d'accord, et ce risque initial-là, eh ben, bien évidemment, va manger une partie de mes profits par deux, mais va permettre de protéger mon capital de trading en toutes circonstances, ou en tout cas quand c'est possible. Donc, à partir de là, ce que je veux dire par là, c'est ne regardez pas ces choses-là avec des étoiles dans les yeux. Il y a quelque chose de très conservateur derrière, et ça c'est très important à comprendre. Ne vous faites pas avoir par les gros pourcentages, ces grosses choses-là, etc. Sans risque management vraiment clair et précis, vous n'irez tout simplement nulle part. Donc voilà, on espère que tout ça va pousser dans cette zone-là, que cette épaule tête épaule-là va prendre forme et que tout ça va se mettre en place. J'ai pour habitude de finir mes vidéos par une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question du jour, elle sera, tiens, plutôt brosse à dents traditionnelle ou brosse à dents électrique. Est-ce que vous utilisez une brosse à dents électrique ou une brosse à dents traditionnelle? J'ai vu maintenant que les brosses à dents étaient possiblement en Bluetooth, voire pour certaines en Wi-Fi. Me demande à quoi ça sert, voilà, bon voilà, bon, admettons, mais pourquoi pas. Le marché ici nous donne le marché, les produits, etc. nous donnent des fonctionnalités dont on n'a pas besoin, mais qui finalement peuvent nous sembler intéressantes par ailleurs, ou en tout cas indispensables. Créer un besoin qui n'existe pas. Voilà un petit peu l'idée, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.